on y est. On y est. Voilà. Alors Claude va venir nous rejoindre. Bonjour à tous. Alors c'est un café histoire un peu pas comme les autres. D'abord parce qu'on renoue avec le bonheur d'être à la mission. Voilà, vous allez reconnaître, vous reconnaissez notre joli mur. Et voilà, donc on a quelques personnes qui sont venues nous écouter en vrai. Hein. Et puis c'est un café histoire un peu pas comme les autres, c'est pour ça que vous avez Claude de Vries et Éric Sitarel, parce que et Bernès, tu pourrais venir aussi, parce que on va consacrer ce dernier café histoire de l'année à quelqu'un qu'on a connu ici à la Mission Bretonne, Claude que tu as interviewé. Hein. Éric, tu l'as connu ici aussi. Ici, voilà, moi aussi, et puis par le père Kemner, et qui s'appelle Suzanne Asquette, et qui est une vie, j'allais dire, un peu exemplaire de quelqu'un qui a été boniche. Ouais. Voilà, et comme elle toutes ne les s'en cachait Bretonnes qui pas. arrivent à Paris. Voilà. Alors elle est passée, elle vient de Pont-l'Abbé, elle est passée par Quimper, par Rennes, mais elle est boniche à Paris, elle a été à la Mission Bretonne. Claude, tout à l'heure, tu nous feras écouter son témoignage sur la Mission Bretonne. Et puis Éric, donc le film... donc j'ai une amie qui a réalisé un film en partie à la Mission à la fin des années 90, interviewant trois personnes différentes du milieu breton, dont Suzanne, justement. Voilà. Et dont moi, c'est pour ça. Et donc toi, voilà. C'était un film. Voilà, et donc je suis très contente qu'on puisse faire ça tous les trois. Les interventions de Suzanne sont voilà. vraiment magnifiques. Ouais, voilà. Et c'est un film plutôt optimiste, donc, parce qu'il y a des choses plus tristes à côté. Voilà. Voilà, donc je vais commencer, et puis Claude enchaînera. Voilà, et c'est vraiment un café histoire qu'on va dédier eh bien, à toutes ces femmes qui sont passées par la Mission Bretonne, pour qui la Mission Bretonne a été un havre, et qui ont laissé le témoignage. Personnellement, pour moi, c'est un café histoire que je voudrais aussi dédier à quelqu'un que vous avez aussi connu, qui est Jeannette Le Sceau, qui mériterait bien un café histoire quelque part, et qui a été aussi quelqu'un d'engagé, comme l'a été Suzanne Asquette, à la fois dans le... elle était aussi passée par la JOC, hein. Elle a été engagée syndicaliste aussi, et elle a été au prud'homme aussi, elle a été juge au prud'homme, Jeannette. Voilà. Donc je voudrais lui un doux souvenir pour cette femme d'exception qui était Jeannette Le Sceau. Et je pense qu'on disait tout à l'heure que dans une interview, Suzanne Asquette va parler de Jeannette. Voilà, donc ça a été aussi un personnage important. Donc on va partir sur Suzanne Asquette. Alors, je me suis dit que pour rentrer dans l'histoire de Suzanne, oui, tu peux mettre la première diapo. Ah, c'est pas la première, celle-là. Voilà, on va remonter. Voilà, encore, voilà. Donc, Suzanne, on n'a pas beaucoup de photos. Hein. Donc, vous allez voir, j'ai illustré et puis j'ai remis sous différentes formes son visage. Voilà. Et pour commencer, eh bien, c'est quelqu'un qui va écrire. Et j'ai demandé à Claude s'il pouvait lire un petit extrait de ses beaux textes qui s'appelle La jument fière. Donc c'est la deuxième diapo, si tu peux le... Soumise au sort des filles d'ici, qui n'avaient ni champ, ni penty. Suzanne, elle dit, c'est un bout de maison. Fuyant le dédain, le mépris de quelques Bretons établis sur le haut pavé du pays, vers d'autres lieux, je suis parti chez des gens dits de qualité. En condition, je suis entré dans le Paris des beaux quartiers. Bien souvent, je me suis cabré, devant toute leur futilité, me donnant envie de ruer. Si j'ai avalé leur poussière, j'ai pu secouer ma crinière. Si j'ai connu bien des litières, je suis resté la jument fière. Alors pour Suzanne, c'est une réponse au cheval d'orgueil. Vous saviez qu'il y a eu le cheval d'orgueil,
Après, il y a Xavier Graal qui a écrit Le cheval couché, qui était une des réponses justement au cheval d'orgueil. Et il y a eu ensuite d'autres réponses, en particulier Le cheval en rogne de Yann Daniel et La jument fière, donc, qui est ce très joli texte. Suzanne, tu peux mettre la deuxième diapo. Suzanne, c'est une histoire de mots. Elle parle et elle écrit. Et elle a un sens des mots, du choix des mots, qui est vraiment très intéressant. Elle va jouer avec les mots, parfois avec quelques mots de breton, mais avec un choix, j'allais dire presque littéraire, dans les textes qu'elle écrit, ou la façon dont elle s'exprime dans pas mal d'interviews. Alors elle a donné pas mal d'interviews, elle a participé à des ouvrages, il y a une émission sur France Culture qui est vraiment, qu'on peut retrouver en allant sur France Culture, c'est un replay, je crois, de 2005 ou 2007, et puis il y a même un article sur elle dans Courrier International. Voilà, et puis il y a des résumés de ce qu'elle avait fait, il y en a dans Le Point, enfin on en trouve dans pas mal d'endroits, c'est toujours un peu pareil, mais en même temps, il y a toute cette lutte, et puis il faut être clair, il y a très peu d'employés de maison, de boniches, comme on disait à l'époque, qui ont pu parler, écrire, et laisser finalement un témoignage. Et on se rend compte aujourd'hui que la plupart des employés de maison, des hommes, il y en a eu très peu en plus, mais n'ont rien laissé, pas d'écrit, rien du tout. Alors qu'elle a pu laisser ses textes, en particulier, elle a beaucoup écrit sur le rapport qu'elle avait avec ses patrons, avec ses patronnes en particulier, mais enfin les patrons aussi. Enfin, les patrons, c'était vite vu, elle ne les voyait pas. Voilà, et donc, elle va montrer à travers ses textes sa volonté de liberté. Et les mots vont lui permettre d'être libre, indépendante, femme, hein, et donc d'être dans une lutte qui est une lutte sociale, je dirais presque une lutte des classes. Et puis en même temps, dans une lutte pour la reconnaissance des femmes, parce qu'une employée de maison, on oublie que c'est une femme. En fait, elle est assimilée au balai. Le balai, quand on avance dans le temps, l'aspirateur, le fer à repasser. Mais quand on dit d'une bonne qu'elle fait partie de la famille, elle fait partie de la famille comme le balai fait partie de la maison. Et donc il n'y a pas de reconnaissance réelle de ce qu'est la personne. Et donc elle a toujours dit qu'elle n'avait jamais été employée de maison parce qu'elle en avait envie. Et que quand une employée de maison disait la vérité, eh bien, la vérité c'était qu'elle n'avait pas envie de devenir employée de maison. Et d'ailleurs quand elle vient à Paris, elle veut être ouvrière d'usine. Elle ne veut pas s'engager, se placer comme on disait. Et j'ai mis ce petit texte, je n'étais pas employée de maison pour faire partie de la maison, comme c'était dans la mentalité d'alors. On faisait partie de la famille comme on faisait partie des meubles. Je n'ai jamais voulu rester longtemps dans une même place, car je ne voulais pas être de la famille, apprivoisée comme un animal, domestique lui aussi. Et elle a une plume, une parole acérée. On le verra encore plus, Claude, dans les témoignages qu'elle va donner. On ne peut pas dire qu'elle soit sirupeuse. Le père Kemner disait que plusieurs fois, elle trouvait que les prêtres, elle critiquait aussi l'Église, elle disait les prêtres, ils sont vaselinesques. C'est pas très joli comme expression, mais ça dit ce que ça veut dire. Voilà, donc elle n'a jamais eu la langue de bois. Alors on va voir son itinéraire. Elle naît en 1925 à Pont-l'Abbé, donc une famille pauvre, et c'est une histoire de femme. Chez Suzanne Asquette, ce sera une histoire de femme du début à la fin. Alors son père est ouvrier agricole,
il ne sait ni lire ni écrire. Et son influence à la fois féministe et je dirais presque politique, c'est sa mère. Sa mère, c'est un pur produit des lois Ferry. Elle a pu aller à l'école parce que l'école était devenue l'école primaire laïque obligatoire. Donc sa mère est allée à l'école et elle a eu le certificat d'études en 1898. Et le certificat d'études pour une fille en Bretagne en 1898, c'était un sacré niveau intellectuel. Et sa mère parlait français, parlait breton, et avait des idées bien arrêtées, visiblement, sur la politique. Et c'était elle qui discutait politique, et le père de Suzanne, eh bien, il votait pour la personne pour qui sa femme avait dit de voter. Donc, c'est une histoire de femme. Suzanne va être très proche de sa sœur, qui a d'ailleurs un itinéraire qui rejoint le sien. Elles sont déracinées toutes les deux. Et quand elles vont s'engager à la fois à la JOC et dans le syndicat, les deux sœurs vont avoir un itinéraire qui, quelque part, se ressemble. Donc c'est une histoire de femme. Voilà, à une époque où c'était difficile d'être reconnue, évidemment, et en tant que femme, et en tant qu'employée de maison. Alors elle ne va pas rester à Pont-l'Abbé. Elle va considérer qu'elle appartient au prolétariat. Elle vit dans une pauvreté qui confine à la misère. Et quand on est dans une pauvreté qui confine à la misère dans les années 30 et puis au moment de la guerre et de l'immédiate après-guerre, on n'a pas 36 solutions, il n'y a pas de boulot, on s'en va. Et elle va très vite comprendre la nécessité de partir. Et elle va vivre ça un peu comme une obligation. Puisqu'on est pauvre, on a sa dignité. Donc, on ne va pas vivre pauvrement là où on est né, là où les gens vous connaissent, on va partir. Parce qu'il vaut mieux vivre la misère, l'aliénation ailleurs que là où on vous connaît. Et elle est très, comment dirais-je, elle est très attachée à sa dignité. La fierté, la dignité sont des termes qui vont revenir et donc elle va partir. Sa sœur part aussi. Sa sœur, elle travaille et Suzanne va travailler aussi en conserverie. Et sa sœur, dès qu'elle a 13 ans, faisait les saisons. Et à l'époque, c'était le grand développement du Sud-Ouest. Et sa sœur avait fait des saisons à partir de l'âge de 13 ans pour travailler à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, qui était en plein essor touristique et où il y avait des usines et des hôtels dans lesquels on pouvait placer ces petites gamines qui avaient 13-14 ans pour la période donc, de l'été. 13-14 ans à une période où on était majeur à 21 ans. Giscard n'était pas encore arrivé là. Donc, ça veut dire qu'on vous plaçait dès 13-14 ans, mais en réalité, votre majorité, c'était à 21 ans. Et quelqu'un qui avait 17, 18, 19 ans, dans un syndicat ou autre, il n'avait aucun pouvoir, il ne pouvait rien faire. Il n'avait absolument pas il n'avait pas la majorité, donc il avait quelque part droit à rien. Donc ça vous donne un peu une idée de son départ, et le départ vécu, je dirais, comme une fatalité. Vous voyez, il faut partir. Et le départ, tu peux passer, le départ va donner à Suzanne comme à sa sœur la découverte d'autre chose, et cette autre chose, c'est le déracinement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va partir de là où on est né, où on a grandi, là où sont ses racines, eh bien, quelque part, on vous prive de vos racines. Et à partir du jour où elle quitte Pont-l'Abbé, même pour pas très loin, elle va à Quimper, elle va à Rennes, avant d'arriver à Paris. Paris, elle arrive en 1952, donc ça laisse encore un peu de temps. Elle est déracinée, et son rapport à la Bretagne
est un rapport douloureux, comme beaucoup de déracinés. Et à partir de ce moment-là, elle aura le sentiment d'être une émigrée ou une immigrée, l'un ou l'autre, émigrée ou immigrée, là où on se place. Hein. Et c'est le déracinement qui est créé par ce facteur migratoire. Donc elle a cette douleur d'être femme dans un monde qui ne reconnaît pas les femmes, et la douleur d'être une migrante dans une France où on reconnaît mal ces migrants de l'intérieur. Les gens connaissent très peu, enfin moi je me rends toujours compte que les gens se rendent très mal compte, très peu compte des migrants de l'intérieur, et en particulier des Bretons. Et l'itinéraire de Suzanne et de sa sœur ressemble à beaucoup de ces migrants qui partent. D'abord parce que dans la migration bretonne, il y a beaucoup de filles, énormément de filles. C'est la seule migration où il y a autant de filles. Les Auvergnats, ils partent, l'homme d'abord, et la famille tout de suite après. Et on est en famille. Ah. Chez les Bretons partent tout seuls et les Bretonnes partent toutes seules. Il y a beaucoup de ces filles qui vont se retrouver seules. Et donc, l'itinéraire de Suzanne et l'itinéraire de sa sœur ressemblent à celui de beaucoup de filles de Bretagne, qui partent pour échapper aux difficultés économiques. Il faut être très clair, hein, jusqu'au lendemain de la guerre, il y a eu très peu de développement économique en Bretagne. La Bretagne est marginalisée. Hein. Elle n'a pas connu de développement économique dans les années 20, alors évidemment avec la dépression des années 30, non. Et il faudra attendre le Célib et les politiques d'aménagement du territoire pour qu'on développe la Bretagne. Donc Suzanne, elle n'a pas connu ça, elle a connu la difficulté économique, la pression démographique en Bretagne. Il y avait une très forte pression démographique parce que les Français à l'époque, ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont eu des enfants à partir du baby-boom des années 50, mais avant, ils n'en avaient pas. La France était malthusienne, à une exception ou deux près, et l'exception, c'était la Bretagne. Il y avait une pression démographique qui était énorme. Et donc, les filles partaient. Bon, alors après, sans doute aussi, pour échapper à la belle-mère, hein, donc ça faisait partie des choses. Donc, elles vont, ces deux filles, vont partir, trouver du boulot. Hein. Alors, trouver du boulot, il y avait deux solutions. Tout à l'heure, Claude fera entendre un témoignage sur le travail dans la conserverie. Et puis, c'était se placer. Alors, Suzanne va se placer d'abord chez des religieuses. Alors, je ne sais pas de quel ordre, mais peut-être qu'il vaut mieux pas savoir. Et chez ses bonnes sœurs, elle pense, ou elle espère qu'elle va trouver une collectivité dans laquelle elle ne sera plus seule. Donc, elle se met avec bonne volonté au service de cette communauté, mais dans la réalité des choses, elle va être horriblement malheureuse. Donc, elle part et elle va s'embaucher dans une clinique. Et elle est tellement malheureuse dans la clinique qu'elle quitte la clinique pour aller dans une deuxième. Et là, elle se dit que de toute façon, où qu'elle aille, elle ne pourra jamais être aussi malheureuse. Donc, elle décide de faire ce que faisaient beaucoup de filles, c'est-à-dire d'aller se placer, d'aller dans une famille bourgeoise. Et donc, elle va se placer dans une famille bourgeoise en se disant, ce ne sera pas pire, eh bien, ce sera pire. Donc, elle va aller à Quimper, après à Rennes, et elle dira à un moment donné que les bourgeois de Quimper, eh bien, elle en avait pris la phobie. Donc, voilà, tu peux passer la diapo suivante, je crois. Voilà. Donc, cette expérience du déracinement, évidemment, après, ça va être Paris. Elle dit que quand elle vient à Paris, de toute façon, elle est tellement déracinée qu'elle peut aller n'importe où. Hein, elle peut aller à Paris, elle peut aller là où elle veut, et c'est où elle peut, et c'est là où elle va rencontrer la mission bretonne. Se placer, c'était pas difficile à l'époque. On se plaçait beaucoup par le bouche à oreille, de jeune fille à jeune fille, donc c'était absolument pas compliqué. Et alors quand on se plaçait, la première question qu'on vous demandait, c'était pas si vous aviez des références,
c'était « vous êtes marié », ça c'était gentil. C'est « vous avez un ami, il vit où, vous êtes en concubinage », enfin, quelque chose qu'on considérait aujourd'hui comme très intrusif, hein, parce que tout ce qu'on ne voulait pas, c'est que ces filles-là aient des enfants, hein, qu'elles se retrouvent enceintes. Alors, si elles étaient engrossées par le fils de la famille, on les mettait à la porte, mais elles n'avaient pas la possibilité de se marier. Vous imaginez, elles vivaient dans les familles et elles ne pouvaient pas ramener quelqu'un dans leur chambre, ni rien. Donc, en fait, ces filles-là, ben, d'emblée, elles n'étaient pas femmes non plus parce qu'elles ne pouvaient pas avoir une vie de femme, une vie épanouie, un enfant. Hein. Et elle raconte une histoire aussi drôle que terrible. Une employée de maison qui devait avoir 35-36 ans, et puis elle rencontre quelqu'un, elle tombe éperdument amoureuse, et la voilà enceinte sans être mariée. Donc, au début, sa patronne dit « Non, non, vous êtes malade, vous avez un fibrome. » Bon. Enfin, elle finit par aller voir un médecin qui lui dit qu'elle est enceinte. Donc, elle rentre, elle n'ose pas dire qu'elle est enceinte. Puis, le problème d'être enceinte, c'est qu'au bout d'un moment, ça se voit. Donc, elle finit par aller dire à la patronne qu'elle est enceinte. Et la patronne lui dit « Mais vous avez fait comment pour être enceinte ?» Alors, bon, ben, on ne va pas vous expliquer. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris, etc. Et là, elle lui dit « Je ne veux plus vous voir. Vous me faites honte, je ne veux plus vous voir. » Et donc, cette jeune jeune femme, était à la JOC. Elle est donc allée trouver la JOC, le syndicat, etc., qui ont fait pression sur les patrons pour qu'on la garde. Eh bien, les patrons, ils l'ont gardée, enfermée dans sa chambre jusqu'à la naissance, en la payant, parce qu'ils préféraient la payer à ne rien faire, plutôt qu'on la voie enceinte. Et il ne fallait surtout pas que les enfants voient une femme, l'employée enceinte. Et quand le bébé est né, on l'a viré. On l'avait payé à ne rien faire, enfermé au 6e étage. Et puis, dès que le bébé est né, ben, on l'a viré. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette jeune femme, mais voilà. Donc, vous voyez, on se plaçait facilement. La mission bretonne, d'ailleurs, avait un bureau de placement. Il y avait l'entraide bretonne qui servait aussi de bureau de placement. Mais voilà, donc elle arrive à Paris. Donc vous voyez, c'est un itinéraire de déracinés, d'immigrés de l'intérieur, à travers la Bretagne d'abord. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça, beaucoup de jeunes femmes. On allait d'abord dans la ville, la grande ville la plus proche de chez soi. Après, on allait à la capitale, c'est-à-dire Rennes. Et puis de la capitale de la Bretagne, on allait à la capitale de la France, on partait à Paris. Tu peux passer la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où elle va se placer et où elle est très jeune, à 17 ans, elle va découvrir le militantisme. Et là où aujourd'hui on se pose parfois la question du militantisme, eh ben à l'époque on ne se la posait pas. Et elle expliquait donc les journées qui étaient des journées extrêmement longues. Elle commençait à 6h du matin. Et ce n'était pas la journée de 8 heures, hein, même si le Front Populaire était passé par là. Pour ses employés de maison, ce n'était pas le Front Populaire qui avait marqué les choses. Donc, elle travaillait. Et le soir, elles allaient mettre des affiches, elles distribuaient des tracts sur le trottoir, hein, jusqu'à minuit passé. Et à 6h du matin, elles étaient au boulot. Alors, elle dit d'ailleurs à un moment donné que le ménage... parfois, il n'était pas très bien fait. Là. Et donc, son premier engagement, ça va être l'engagement à la JOC, la jeunesse ouvrière, qui est un des symboles de l'action catholique. Il y avait la JAC qui était pour les agriculteurs, il y avait une jeunesse étudiante aussi, une GEC, et puis la jeunesse ouvrière, qui a été un élément essentiel de l'émancipation du monde ouvrier. C'est une organisation chrétienne, mais qui était dans la lignée de ce que seront les prêtres ouvriers, de ce qu'avaient été avant les abbés démocrates
En gros, c'est né dans les années 20, 1925. La JOC, c'est belge au départ. Et à l'époque, c'était les prêtres, les abbés démocrates, et puis le christianisme social, qui était marqué par c'est l'influence du pape Léon XIII, voilà, et puis du sillon de Marc Sangnier, hein, c'est cet idéal-là, et ce sont des prêtres comme l'abbé Trochu, qui a été un des fondateurs de l'Ouest éclair, et surtout comme l'abbé Henri Moncel, et j'ai perdu son nom, l'abbé Bridel, l'abbé Moncel qui s'est beaucoup occupé des agriculteurs, des paysans, et l'abbé Bridel qui il était à Fougères, et il est un de ceux qui a vraiment participé à l'émancipation du monde ouvrier. Quand il est mort, il a une statue avec à l'abbé Bridel, la classe ouvrière reconnaissante. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de curés qui aient ça. Ah, voilà. Et donc elle va s'engager là-dedans. Et la JOC, elle le dit, va être le révélateur véritable de son engagement. Ah. Elle aurait pu découvrir cet engagement quand elle travaillait dans la conserverie, elle aurait pu le trouver ailleurs, mais elle va le trouver avec la JOC. Et cette action chrétienne, ça va être le jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, hein, et elle va faire sien cet engagement auprès de la JOC. Et même quand elle va s'engager à la CFTC, à la CFDT, elle aura toujours l'impression, surtout quand elle est à Paris, que eh bien, c'est plutôt à la JOC qu'elle va le trouver, que le véritable engagement, il est encore plus fort là que dans le syndicalisme. Donc ça va être quelque chose d'assez redondant. Sur la diapo suivante, on va voir aussi qu'elle va être influencée par Louis Lecoing. Louis Lecoing, alors lui, il était CGT anarchiste. Ah. Et c'est quelqu'un qui est très intéressant parce que c'est un des rares hommes employés de maison, jardinier. Ah. Il était employé à Neuilly pendant des années et il va influencer ces femmes pour qu'elles se lancent dans des réalisations concrètes. Parce que ce qui a longtemps gêné Suzanne Asquette, c'est qu'en fait, même dans le syndicat, il y a beaucoup de paroles et puis derrière, il n'y a pas beaucoup d'action. Et donc, à travers cet exemple de Louis Lecoing et l'exemple de la JOC, il y a un engagement qui est un véritable engagement. Donc, elle va rentrer, diapo suivante. Donc, elle va rentrer, donc, grâce à la JOC, dans un travail qui est un travail de préparation à la création d'un syndicat d'employés de maison. Alors, allez dans la rue, demandez aux gens s'ils savent qu'il existe un syndicat des employés de maison, les gens ne pensent pas que ça existe. Non. D'abord parce que, en réalité, les employés de maison, on ne les écoute pas, on ne les entend pas, elles ne parlent pas, enfin, elles ressemblent, je vous dis, à un balai. Et c'est une création qui est importante, mais en réalité, ça existait avant Suzanne, et avant la CFTC-CFDT. En 1905, il y a eu une organisation syndicale féminine, enfin féministe aussi, mais féminine, qui s'appelait le Ménage, qui avait été créé en 1905, c'était un syndicat chrétien, hein, et ils avaient créé le premier texte pour défendre les employés de maison. Et ce Ménage avait été intégré en 1920 à la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, et donc ça a été le premier texte. Et il allait très loin, ce texte, plus loin même que le texte qui serait issu de la CFTC et de la CFDT. Et ce qu'on ne sait pas toujours non plus, c'est qu'à la même époque, à la CGT, il y a eu aussi
des femmes qui se sont intéressées à défendre les employés de maison, qui ont fait des défilés de l'Étoile à la Concorde, donc tout ça dans les années d'entre-deux-guerres, et ils organisaient des meetings salvagram aussi pendant les années 20. Bon, après, ça a été la crise et la dépression, c'était autre chose. Mais vous voyez, et tout ça, c'était des femmes qui étaient derrière. Hein. Et à l'époque, des chrétiennes qui étaient très importantes. Et alors ça, c'était pour celles qui défendaient les employés de maison. Mais vous aviez en face, tu peux mettre la suivante, vous aviez en face, à la CFTC et dans l'Action catholique, des bourgeoises qui avaient une organisation où elles défendaient aussi leurs employés de maison, etc. Et Suzanne Asquith, quand elle s'engage, elle va retrouver une de ses patronnes qui défend justement ses employés de maison, et elle et sa patronne s'aiment beaucoup. Elle ne peut pas assister à tout parce que comme elle est employée par cette femme, elle n'avait pas le droit d'aller à toutes les réunions. Et ce qui est terrible, c'est que le mari de cette femme, qui était directeur d'une conserverie, va faire faillite et ils ne peuvent plus la garder, ils n'ont plus assez d'argent. Et donc, elle est obligée de partir. Et elle va dire, là, j'aurais dû... Franchement, là, elle a regretté. Elle avait une bonne patronne à laquelle elle s'était profondément attachée et avec qui elle partageait des valeurs. Donc, elle va adhérer donc, à la CFTC, mais en 1964, diapo suivante, il y a une rupture qui se fait et la CFTC se coupe en deux parties. Une partie qui reste la CFTC et une autre partie qui va se fondre avec la Confédération française des travailleurs, qui se veut un syndicalisme cette fois non plus chrétien mais laïque. Alors quand Suzanne y adhère à côté de la JOC, elle fait les deux en même temps, à Quimper ça se passe très bien, mais arrivé à Paris, il y a de la hiérarchie, un certain Racine, dont j'ai perdu le prénom, mais qui lui en fait voir des vertes et des pas mûres, et qui se polarise sur Suzanne parce qu'elle rue dans les brancards, elle lui demande de lui rendre des comptes, etc. Et vous savez, c'est des querelles, un petit chef qui impose sa volonté de puissance, voilà. Et donc, elle est assez déçue par les syndicats, et en particulier par son passage à la CFDT à Paris, alors qu'elle est très heureuse de ce qu'elle a vécu à la JOC. Alors, elle peut faire ça, elle fait ça tout en travaillant. Elle change régulièrement de place. Non pas qu'elle aime, je crois qu'il y a une interview où elle dit « mais j'aime pas changer de place ». Le seul problème, c'est qu'elle aime, elle aime pas être employée de maison, mais elle aime deux choses. Elle aime faire le beau travail. Alors elle explique qu'elle aime briquer de beaux meubles, nettoyer de la belle argenterie, c'est-à-dire tout ce que les femmes de famille, les dames ne font pas parce qu'elles vont s'abîmer les mains. Hein, et elle aime ce beau travail. Et puis elle aime les enfants. Et elle aime les enfants petits. Quand les enfants petits, j'allais dire, la respectent. Et plus ils grandissent, plus ils lui font des vacheries, et plus elle a de mal à les supporter. Donc elle part. Elle change régulièrement de place. Parfois, elle dit qu'elle est bien traitée. Dans une des premières familles où elle va à Rennes, elle est plutôt bien traitée par une jeune fille qui a son âge. Elles ont 19 ans toutes les deux. Mais je ne sais plus combien il y a d'enfants à côté, 5 ou 6, qui franchement ne sont pas sympas avec elle, mais alors absolument pas. Donc elle part. Elle part avant d'être obligée de céder. Elle dit que plus elle reste dans une place, moins elle peut dire non. Les gens la connaissent, on fait vibrer la corde sentimentale, etc. Et donc elle va partir. Et elle n'aura jamais d'attache. Elle va de chambre en chambre, pas toujours avec de l'hygiène, hein,
avec, tu peux passer, pas toujours avec de l'hygiène, des conditions souvent très difficiles, le manque d'hygiène, la maladie aussi, les maladies. Il y a beaucoup de ces femmes qui ont des maladies osseuses, des formes de tuberculose osseuse, etc. Voilà. Et donc elle va retrouver ça auprès des Bretonnes de Paris. Mais de plus en plus, à partir des années 50, c'est d'autres femmes qui viennent travailler, et ce sont les Espagnoles et les Portugaises. Et elle va se rapprocher à la fois par la JOC et par la CFDT, mais aussi par les missions. Parce qu'à l'époque, il y a une mission bretonne, il y a une mission espagnole, une mission portugaise, il y a une mission basque, il y a alors les Auvergnats, ils en ont tant qu'on en veut, et elle va se rapprocher de ces missions étrangères. Et là, elle va découvrir des femmes, ce qu'on appelle les marias. Et à la CFDT, à la JOC, elle va travailler pour l'émancipation des marias. Et les marias, j'en ai pas trouvé là, mais à l'époque, on faisait des affiches qui étaient les affiches des marias, qui étaient inspirées d'affiches ou d'espèces de bandes dessinées qu'on faisait à la fin du 19e, début du 20e, sur les Bretonnes. La Bretonne heureuse dans sa campagne, qui part à Paris, qui va sur le trottoir, qui tombe malade, qui abandonne son enfant et qui meurt. C'est joyeux, hein. Et donc, les affiches des marias, c'est la même chose. La maria, elle part du Portugal, d'Espagne, le soleil, la mer, voilà. Mais elle est malheureuse, alors elle n'a pas d'argent, elle arrive à Paris. À Paris, elle devient bonne, hein, les femmes du 6e, hein. Elle devient concierge, hein. Et là, elle fait les durs travaux, elle nettoie les vitres, etc. On lui donne un escabeau, elle tombe. Voilà. Donc elle se casse les jambes, elle va à l'hôpital, elle a des problèmes avec la sécurité sociale, elle sort, elle est estroquée. Donc on ne lui laisse pas la loge, elle est obligée de partir, elle va d'hospice en hospice, elle attend les aides de la Sécu qu'elle n'a pas toujours, elle meurt. Alors, dire qu'en fait la Maria et l'Yvonne, c'est la même chose, avec simplement 50 années de différence. Et donc Suzanne, elle va défendre les marias. Et quand il y aura moins de marias, elle va défendre de manière générale les immigrés. Elle va devenir conseillère au prud'homme, elle va défendre les immigrés. Voilà. Et tu peux passer. Donc, elle va considérer donc, que ces employés de maison sont des ménagères sans foyer. Alors, avec la solitude derrière, l'absence de vie personnelle. Et l'employée de maison, elle dépend complètement de son patron et de sa patronne. Elle dort dans leurs draps. Et c'est terrible quand elle l'écrit. Elle dit on dort dans leurs draps. Hein. Ils vous donnent tout. Parfois, ils vous payent avec un lance-pierre. Hein. À la mission bretonne, il y avait des femmes qui faisaient attention à ce qu'on leur fasse des contrats de travail. Et donc, elles sont condamnées à la solitude, à l'isolement et à la mort seule. Donc, alors, la femme de ménage, après, elle sera un peu plus libre, mais pas tant que ça. Et donc, derrière, on doit arriver à la dernière ou à l'avant-dernière diapo, oui, c'est un travail féminin. Nous, on ne doit pas être des femmes sûrement, parce que finalement, on ne parle jamais de nous. Alors, elles veulent être des travailleurs comme les autres, et elles souffrent d'un triple malheur, le malheur d'être femme, le malheur d'être immigrée et le malheur d'être employée de maison, c'est-à-dire le malheur d'avoir un métier qui n'en est pas un. On ne dit pas que c'est un métier, on dit que c'est un gagne-pain. Et quand on demande à une employée de maison si elle a un enfant et si elle veut que sa fille soit employée de maison, surtout pas. Et donc, c'est pas un travailleur comme une autre. C'est quelqu'un dont on ne voit pas, que l'on ignore. Elle explique les gens qui parlent devant elle comme si elle était un poteau. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle se bat. Voilà. Donc, on va voir ça maintenant, Claude, à travers
des extraits de films. Si vous avez des questions, on y répondra à la fin. Voilà, je te laisse. Alors, Suzanne venait assez régulièrement à la mission. Moi, j'ai vu quelques fois, à la fin des années 90, début des années 2000. Et puis, à un moment, elle est venue de moins en moins souvent parce qu'elle avait des problèmes de hanche. Et donc, on a appris en 2005 qu'elle avait été opérée, en 2005. Elle avait 80 ans à cette époque-là. Et donc, je suis allé la voir entre juillet 2005 jusqu'à janvier 2006. Tout d'abord dans le centre de rééducation dans lequel elle était, à Sartrouville. C'était un peu une expédition pour aller là-bas. Quand même, je n'avais pas son âge. Et puis ensuite, elle a été dans une maison de retraite à côté du stade de Colombes. Voilà, et donc à ces 4 reprises, j'ai eu l'occasion de la faire parler sur l'ensemble de sa vie. Et donc, voilà, elle a raconté comment elle était née à Pont-l'Abbé, ce que Françoise vous a dit, que sa maman était quand même une érudite, puisqu'elle savait lire et écrire en français, et elle parlait breton couramment, la maman, et elle faisait le catéchisme. En breton. En breton. Oui, ce n'était qu'en breton. Et puis, la maman est décédée, Suzanne était toute petite, et puis, peu de temps derrière, son père a été tué, il était ouvrier agricole, par un poulain, et donc les 2 filles se sont retrouvées toutes seules, et Suzanne s'est embauchée dans une conserverie qu'il y avait à proximité, et ensuite sa vie d'itinérance a démarré. Donc, Suzanne a raconté tout ça. Alors, je ne vais pas vous faire entendre tout ça parce que c'est vraiment très personnel. Elle a eu aussi des problèmes de santé, puisque je crois qu'elle a eu une tuberculose osseuse, le mal de pote, comme on dit. Voilà, donc elle était considérée comme une fille méprisable. C'est comme ça qu'on la désignait. Et donc, je l'ai surtout, au départ, j'étais surtout allé pour lui faire raconter son arrivée à Paris. Et puis, voilà, la première fois, c'était dans la chambre d'hôpital que vous avez vue ici. Et c'était pas très pratique parce que j'avais pas repéré les lieux et j'avais pas remarqué que Suzanne n'entendait pas de l'oreille gauche. Et j'étais à sa gauche. Et donc, l'entretien a été assez difficile, il fallait que je parle fort, que je répète les questions. Et en revanche, les fois suivantes, là, je l'avais bien identifié, je me suis mis de l'autre côté, et là, c'était beaucoup plus simple. Donc, j'ai sélectionné un certain nombre d'extraits que je vais vous faire écouter de ces 15 heures qu'on a en stock ici dans nos archives. J'ai choisi son arrivée à Paris. J'ai choisi quelques extraits sur son engagement à la CFDT et son premier travail dans une conserverie à Pont-l'Abbé. Et puis ensuite, j'ai sélectionné 3 textes qu'elle a écrits. Faites-moi 2 textes seulement. Un premier texte sur l'immigration, car après les Bretonnes qui étaient employées de maison, eh bien, il y a eu, François vous l'a dit, les filles qui venaient du Portugal, mais Suzanne a aussi dans son activité syndicaliste défendu des filles qui venaient du Cap-Vert ou du Sri Lanka, et elle a également défendu des ouvriers du bâtiment. Elle, une femme, à l'époque, dans quand même un milieu assez masculin, pour ne pas dire machiste, et donc elle nous expliquera comment elle gagnait ses procès. Et donc elle a écrit un texte, une chanson, que je vais vous passer, qui s'appelle L'émigré, et elle raconte les vicissitudes de la vie de tous ces travailleurs qui venaient
de bien loin. Et puis je terminerai avec son poème emblématique qui s'appelle La fleur déracinée, où elle raconte comment, en revenant sur les lieux de sa jeunesse à Pont-l'Abbé, je crois que c'est à Pont-l'Abbé, dont elle parle, eh bien, elle s'est fait mettre à la porte. Et ceux qui ont connu, comment il s'appelle, Marcel Le Floch, donc Gwendal, le conteur, Gwendal, dans un de ses contes, dit la même chose, le sentier. Donc, je vais vous faire écouter un peu tout ça. Comme illustration, j'ai des photos qui datent de 2006, puisque quand la mission bretonne est devenue pôle associé d'Astum, tu te souviens, Eric, puisque tu as signé la convention avec le président de l'époque, et on verra sur des photos Charles Quimbert. Donc, on avait projeté Nous n'étions pas des Bécassines. Thierry Compin était venu le présenter, et vous allez voir Suzanne Asquith était présente, et elle est assise je dirais, à la place d'honneur. Tu me racontes ton arrivée à Paris? Ah, mais je ne me rappelle plus très bien. Je sais que j'ai débarqué à la gare Montparnasse, ça je sais. Et qu'à ce moment-là, la mission bretonne était rue de la Quintigny. Et que comme j'étais partie à l'aventure comme une idiote, avec mon parapluie et mon panier comme Bécassine, je me suis dit, je n'ai pas de choix, il faut que j'aille à la mission bretonne. Mais comment connaissais-tu la mission bretonne? Comment savais-tu que ça existait? Parce qu'à Quimper, j'avais dû me renseigner quand même. J'étais à Quimper, parce que quand j'étais à Quimper, j'avais fait partie des associations, toutes sortes d'associations, les droits de l'homme, enfin tout un tas de trucs. Alors je connaissais plein de gens qui étaient dans les... Et puis il devait y avoir il y avait des prêtres bretons à Quimper. Et c'est sûrement un des prêtres qui a dû me dire, de toute manière à Paris, il y a la mission bretonne. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée, je suis arrivée à la mission bretonne. Il y avait des jeunes secrétaires très gentils et tout ça. Ils m'ont fait rentrer, ils m'ont établi un dossier et tout ça. Et puis en 3 ou 4 jours, ils m'avaient retrouvé du travail et un logement dans le 15e. Tu te rends compte? Mais le jour de ton arrivée, tu as dormi à quel endroit? Je suis allée à l'hôtel quand même. Je suis allée dans un hôtel là-bas, dans la rue de la Quintigny. Oui, si. Demi-pension, quoi. Une nuit, quoi. Pour une nuit. Oui, mais après, comme j'ai eu contact avec la mission bretonne, après j'ai été sauvée complètement, quoi. C'est pourquoi, moi, la mission bretonne... Donc tu avais un petit peu d'argent pour payer l'hôtel, pour payer ta nourriture? La preuve, j'avais quand même du fric, quoi. J'avais quand même de l'argent. Sinon, on t'en aurait prêté? Si, j'avais quand même... J'allais dire que je n'avais pas de CCP encore, c'est pas vrai. Parce que j'avais mon CCP depuis 1942. Donc, tu vois, quand je suis arrivée en 1954, j'avais aussi mon CCP. Et tiens-toi bien, en ce moment, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a peut-être l'année dernière, je me suis fait voler ma carte de prélèvement. Tu te rends compte? Et donc, je suis complètement bloquée avec ça. Mais tu étais déjà moderne, très moderne, pour avoir un CCP. Ah oui, c'était moderne. L'époque. Oui. Ouais. Mais ce doit être ma sœur qui m'avait conseillé. Parce que ma sœur, elle était très, au point de vue pratique, et puis au point de vue gestion des choses, elle était extraordinaire. Elle aurait fait, je ne sais pas quoi, elle aurait pu remplir une fonction de ministre de je ne sais pas quoi, elle était extraordinaire. Et c'est elle qui avait dû c'est elle qui m'avait dit. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 jours, entre le moment où tu es arrivé et que tu aies trouvé du travail? Oui. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 jours? Je te dis, je passais mon temps à aller à la mission bretonne tous les jours. Et puis, ils me faisaient manger eux-mêmes là-bas. Ils me donnaient à manger à la mission bretonne et tout. Ah oui, ouais. Si.
Et vous étiez nombreux comme ça à manger là-bas? Non, pas non, très peu comme moi, il y avait très peu. Mais c'est arrivé parce que moi j'ai connu d'autres bigoudens qui arrivé la même chose que moi et qui avaient aussi été, on leur avait payé le restaurant, on leur faisait à manger là-bas à la mission bretonne et tout. Et puis il y en avait même, on les couchait au sous-sol. Ils avaient mis des lits même au sous-sol de la mission bretonne. Oui. Tu te rends compte? Ouais. Ici, c'était une époque. Et pourtant, c'était l'époque de l'abbé Gautier. Mais il y avait des secrétaires qui étaient extraordinaires. Extraordinaires. Je me rappelle. Mais là que la CFDT m'ait choisi comme vedette pour fêter ses 40 ans, ça m'a aussi beaucoup touchée. Hein. Ben, il faut dire que j'ai été tellement militante pendant tellement longtemps. Hein. Ça, si j'ai été. Quand j'ai commencé à travailler à l'usine de conserve à Pont-l'Abbé, c'était la CFTC, bien sûr, parce que ça n'existait pas. Et ben, j'ai déjà été adhérente. Tout de suite, j'ai adhéré. Là, j'avais pas 14 ans, j'avais 13 ans et demi. Et après, j'ai eu des responsabilités, bien sûr, à la CFDT. Hein. À Pont-l'Abbé ou à Paris? Non, à Paris. À Paris? À Pont-l'Abbé, non. À Pont-l'Abbé, non, quand même. T'étais trop petite? Non, puis je ne suis pas restée longtemps à Pont-l'Abbé. Je ne suis pas restée longtemps. Parce que comme c'était un travail saisonnier, Ah oui. hein, les usines, c'est un travail saisonnier, bon, alors tout d'un coup, je n'avais plus rien, je ne pouvais pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi de monter à Paris. Parce que je ne pouvais pas. Si j'avais eu un métier, parce que si j'avais eu un autre métier, j'aurais pu l'exercer quand il n'y avait pas les usines, comme ce n'était pas la saison. Quand ce n'était pas la saison des poissons, quand ce n'était pas la saison des haricots verts, des petits pois, des je sais pas quoi, là, tout ça. Toi, tu as été au syndicat des employés de maison aussi? Comment? Tu as été au syndicat des employés de maison? Ah ben moi, oui. Beaucoup, pendant longtemps. Hein. Qu'est-ce que tu y as fait? Eh ben, quand j'étais au syndicat, j'ai surtout été conseillère juridique. J'étais conseillère juridique à la Bourse du Travail de Paris, du côté de la République. Une bourse du travail qui est rue Charlot. Et là, j'ai été pendant 6 ans. Je n'ai jamais eu un aussi gros salaire. Jamais. Comme quoi, la CFDT, hein, à ce moment-là, comme conseillère juridique, elle trouvait que je valais le coup. Jamais j'ai touché. Et justement, quand j'ai eu ma retraite, j'ai vu que c'est avec le salaire de cette période-là que ma retraite a été devenue le plus importante. Tu te rends compte? Comme quoi, hein. Mais j'ai beaucoup aimé parce que ce travail était très intéressant. Hein. Très intéressant. Qu'est-ce que c'était comme travail? Ben, j'enseignais aussi. Je faisais des cours de droit et tout ça. Parce il y avait une maison dans la campagne de l'Île-de-France qui servait pour faire des réunions pour apprendre tout et tout ça à Bierville. Et moi, c'est moi qui ai fait souvent des cours là-bas. Et puis, j'ai fait toutes sortes de choses, quoi. Et j'ai défendu beaucoup d'affaires. Parce que je changeais de côté de la barre. Pendant 30 ans, j'ai été juge prud'homme, là. Dans la section où j'étais juge prud'homme, je ne pouvais pas être avocate. Mais dans les autres sections, je pouvais jouer à l'avocate. Donc j'ai été pendant aussi longtemps d'un côté de la barre que de l'autre. Et ça, c'est un très bon souvenir pour moi. Alors que j'ai toujours dit que justice n'était jamais entièrement faite. Jamais. Parce que moi, j'ai fait de tout et j'ai vu que je n'ai jamais arrivé à faire que la justice soit entièrement faite. Mais alors, quand tu étais avocate, tu défendais d'autres employés de maison? Ben, bien sûr, et puis même des gens du bâtiment. Ah oui. Ben oui, parce que la CFDT, puisque j'étais à la région, la CFDT, ben,
le bâtiment avait dit, ben, Suzanne, elle est formidable, on va lui demander d'être notre conseillère et tout ça. Et je m'ai défendu beaucoup d'affaires du bâtiment. Et j'ai vu que là, j'ai gagné presque toujours. Et tu sais pourquoi? Parce que la plupart du temps, les juges dans la section du bâtiment, qu'est-ce que c'était? Des ouvriers du bâtiment, des hommes. Et ils voyaient une bonne femme qui n'était pas toute jeune, qui arrivait, qui se débrouillait, qui parlait comme si elle avait vécu, comme si elle avait construit des maisons, qu'elle avait été aussi. Et alors, ils avaient la bouche ouverte, et la plupart du temps, ils me donnaient toujours raison. Toujours. Et j'ai dit ça à une avocate que je rencontrais toujours dans les mêmes trucs, qui était une avocate des patrons. Elle m'a dit, vous avez raison, ils sont très, très influencés par ce que vous êtes. Ça, c'est sûr. Et la dernière affaire que j'ai eu défendue de l'autre côté de la barre, c'est-à-dire comme avocate, j'ai eu gagné 600 000 francs pour un ouvrier du bâtiment, pas un Sri Lankais, non. Un Cap-Verdien, un Cap-Verdien qui travaillait dans le bâtiment. Et je me rappelle qu'il y avait une amie, quand j'habitais avant là-bas, avenue Vion-Vidcombe, j'avais plein de Cap-Verdiennes, et j'avais une amie qui s'appelait Kika qui m'a dit, elle dit, et puis, tu as gagné je ne sais pas combien d'argent pour Miguel Bentuve à Rojo. Tu crois qu'il t'a fait un cadeau, qu'elle m'a dit. Et elle était furieuse. Elle dit, tu crois qu'il t'a fait un cadeau? Ben, j'ai dit, Kika, tu crois que je fais ce que je fais pour avoir un cadeau? Elle me dit, excuse-moi, qu'elle dit, mais moi, ça m'a vraiment choqué de voir que quand même, alors qu'il te connaissait bien déjà, que vous habitiez des chambres de bonne dans le même immeuble et tout ça, et ben, il t'a même pas fait, il t'aurait même pu t'offrir un bouquet de fleurs, quelque chose, qu'elle m'a dit. Elle était choquée. Mais j'ai jamais gagné autant d'argent. C'était ma dernière affaire. Mais je regrette rien, hein. Je regrette rien. Comment savoir si l'émigré reste blanc dans le noir? Comment savoir s'il nettoie le métro? Sont-ils mariés en blanc? Qu'il fait des enfants? On va le savoir en les contrôlant sans merci, de Marseille à Wattignies pour tout savoir. Comment savoir si l'immigré reste blanc dans le noir? Comment savoir s'il nettoie le métro, carrefour ou casino ou les trottoirs? S'ils construisent des logis ou dribbles chez les nantis, va donc savoir. Comment savoir, etc. S'ils font tous la java en dansant la samba le samedi soir. S'ils jouent tous au loto en dansant le tango sur les boulevards. Comment savoir si l'immigré aime à se coucher tard? Comment savoir s'il loge, c'est celui-là que je préfère, s'il loge sous les toits ou à Clichy sous bois, on peut le savoir. S'ils invoquent Bouddha, Jésus-Christ ou Allah, ça reste à voir. Comment savoir si l'immigré fait sa prière le soir? Va donc savoir. Puis pour la bouffe, il y avait s'ils préfèrent le méchoui, la morue ou le riz. On va le savoir. S'ils aiment la paella ou bien le ketchupa. Ça, c'est le ketchupa, c'est le plat des Cap-Verdiens. Ah oui. Ouais. Alors, c'est pour ça que je parle du tout. On peut le savoir. Ils font toute la java, ça je l'écris. Tu vois, ça c'est toujours sur tous les pays. Chansonnière. Ah oui, mais ça veut dire des choses aussi. Ouais. Hein? Il y a des choses. Déjà que la fleur déracinée, ça avait été ça m'a. Parce que la fleur déracinée, pour moi, était très importante. Parce que je parle de moi vraiment comme quelqu'un qui était rejeté même de la Bretagne et tout ça. J'en ai fait d'autres aussi J'en ai fait d'autres, je crois, sur la Bretagne. Tu me le redis, la fleur mais déracinée? je me rappelle plus. Hein?
Tu nous l'as redit, la fleur déracinée? Là, La fleur déracinée. oui, je crois que je la connais par cœur. Vas-y. Avec au cœur la souvenance du vert pays de mon enfance, j'étais venu pour retrouver, malgré l'exil, malgré l'absence, la douce saveur d'innocence de tendres années d'insouciance. Quand du sous-bois à la clairière, je savourais la primevère, dans chaque prairie ombragée, dans la pénombre ou la lumière, près des jacinthes ou des fougères, chantait la rivière argentée de Plougastel à Pont-l'Abbé. Poursuivant mes rêves d'enfant, de Tiguen au bois Saint-Laurent, je n'ai rencontré que le vent qui jadis m'avait dit « va-t'en ». Du coin de terre où je suis né, je suis exclu, déraciné. Ici, je ne fais que passer, revoir sur l'île des chevaliers lentement le soleil sombrer, et sur ces rives embrumées, regarder mourir le passé. Ah, voilà, je ne sais plus. Quand de la paille au bocage on déracine la fleur sauvage, il faut savoir tourner la page. Là-bas où finit le halage, à Pont-l'Abbé, parce que j'allais souvent me promener sur le halage de Pont-l'Abbé, j'allais souvent. Là-bas où finit le halage, j'ai dispersé au vent du large. Voilà. C'est très touchant. Oui, c'est vrai que quand je réécoute ça ou quand je regarde les extraits du film, voilà, ça, il y a un peu d'émotion, quoi. Oui. Et en plus, bon, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en septembre 2006. Et j'avoue que le temps a passé et voilà, on est parti sur d'autres choses sans prendre de ces nouvelles. Mais moi, j'avais l'adresse, je ne l'ai pas retrouvée, de la maison de retraite où elle était. Ah ben je l'ai, c'est. Mais on pourrait peut-être appeler. Je l'ai, c'est Marcel, je sais plus quoi. J'ai ressorti les notes que j'avais prises à cette époque-là et je me suis dit. On pourrait appeler. Je me suis dit oui, téléphoner, faire quelques recherches simples, quoi. Parce que ça vaut le coup de. Et je sais qu'elle avait un cahier dans lequel elle avait marqué ses chansons, ses textes, et je pense que ce cahier a dû disparaître. Elle avait des neveux en région parisienne, en Seine-et-Marne, et voilà, mais ils ne venaient plus la voir. Résidence Marcel Deveau, rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes. Voilà, bon, elle est née en 1925, hein, c'est ça? Oui, donc elle aurait 96 ans. Voilà. Et elle commençait à perdre un petit peu la mémoire. Et surtout, enfin, moi, le dernier souvenir que j'ai d'elle, c'est elle était sourde complète d'une oreille et elle n'entendait pas terriblement bien de l'autre. Et donc ça cassait le. Ouais, le premier enregistrement que j'ai d'elle est épouvantable, quoi. Après, comme je savais de quel côté il fallait se mettre, c'était plus simple. Voilà, ils sont pas forcément. Ce que vous avez entendu n'est pas forcément dans l'ordre de la prise. Parce que plusieurs fois, elle m'a dit la même chose et il ne fallait pas l'interrompre. Je l'ai laissé parler. Mais je pense que c'est important de la rappeler à la mission d'automne. Ouais. Et elle a eu aussi un problème. Je ne sais pas si vous avez vu son nez. Elle avait une tumeur. Sûrement que ça l'a pris. Sur le nez et elle a été opérée également pour ça. Voilà, c'était. À la fois dur et touchant, parce qu'elle est d'une gentillesse et d'une compréhension fantastique, quoi. Je pense qu'elle était plus dure dans ses affaires que dans sa vie. Voilà. La pauvre Suzanne Asquette. On laisse la parole à Eric Ladetti.
C'est très bien, c'est passé avec une image fixe, parce que ça oblige à être très attentif aux propos. Ah oui, Ouais. oui, l'attention est captivée par... Voilà, tu... Ah ouais. Donc, on va vous présenter un film que Delphine a réalisé, en partie à l'émission Bretonne. En quelle année? 97? 98. Voilà. Alors, c'est un peu le concept et puis la rencontre avec Suzanne. Le concept, c'est un film sur les migrants français, les migrants d'ici, c'est le titre du film. Un peu plus fort, c'est bon. Oui. Donc je suis trois personnes, Suzanne Asquette, Louis Guillou et Eric, ici présent. Donc il s'agit de faire un parallèle en fait entre l'immigration intérieure, ce qu'ont pu vivre les migrants français qui viennent sur la capitale, et il y a une trame qui fait que théoriquement le parallèle est fait avec ce que peuvent vivre des personnes qui viennent de l'étranger. Donc c'est un peu une question de façon de s'interroger sur la question de l'autre avec un grand A qui dans les années 50 était très proche en fait. Voilà. En gros. Et par ailleurs l'idée aussi c'était de faire des portraits. C'est comme trois individus qui sont montrés et j'espère avoir rendu hommage à Suzanne parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué. Alors je ne sais pas si j'en peux en parler au présent ou au passé, c'est un peu troublant de ne pas savoir ce qu'elle advient de ce qu'elle adviendrait. Mais voilà, c'était une très belle rencontre. C'est quelqu'un qui a une énergie incroyable. Et son rapport à la Bretagne était assez compliqué. On voit un petit peu dans le film. Enfin, c'est un film de 13 minutes, donc je ne vais pas détailler énormément, mais c'est un rapport assez douloureux. On se sentait exilé. Voilà. Et tout le combat qu'elle a mené, elle a dédié sa vie à ça, c'est une personne qui je ne sais pas si j'en parlais au présent. C'est vraiment une personne qui est très intéressante et c'est une belle rencontre. On va regarder ça. Ça va nous faire bizarre de voir ce film. Parce qu'on peut depuis longtemps. Ça date. À tout de suite. Não picote em mim, não te não engage. Não picote em mim, não te não engage. Madous Marie-Louise, deita-me revusi. Madous Marie-Louise, deita-me revusi. Madous Marie-Louise, deita-me revusi. Mon grand-père, lui, il est né en 1911 dans la Bretagne rurale. Il avait 20 ou 21 ans quand il a décidé de partir sur Paris. Il est monté en 32 pour chercher du travail, comme tous les Bretons de l'époque en fait. Et puis, comme quasiment tous les Bretons d'époque, il a fait pas mal de petits boulots d'usine et puis il a fini en 36 à la Régie-Renault. De paro nhau toen trouw wanneer je niet dus restaurant jou zo wat de mat paneet à tout. Je suis né dans une ferme en Bretagne. J'avais 9 ans avant je suis allé à l'école. Je ne connaissais pas un mot de français. Ma mère n'avait jamais été à l'école. Alors elle ne pouvait pas m'apprendre. C'est après, quand j'ai été à l'école, je n'ai pas été beaucoup, j'ai été que 5 ans. Mais après, j'ai appris. Et après, moi, je suis venu travailler dans les fermes dans la Beauce, faire le binage, la moisson, tout, l'arrachage de betteraves à sucre et tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais de ce temps-là, ça se faisait. Tout d'un coup, en 1954, j'ai dit j'en ai ras-le-bol de la Bretagne, je monte à Paris. Depuis, je suis à Paris. Ça m'a pris comme ça, comme un coup de tête. J'ai fait ma valise, j'ai mis quelques affaires que j'avais, j'ai pris les peu de sous que j'avais, je suis montée à Paris, sans travail, sans logement. Alors, je suis allée à l'hôtel du côté de la gare Montparnasse, là, dans un hôtel, mais je ne pouvais pas rester longtemps. Et comme la mission bretonne était déjà dans la rue à côté,
eh bien, je suis allée à la mission bretonne. Et la mission bretonne qui m'a trouvé ma première place. Quand je suis arrivé ici, j'avais une adresse où aller. Puis j'avais pris le métro. Je n'avais jamais pris un métro ni rien du tout. Il y avait plein de monde et puis j'avais une valise encore, elle prenait toute la place. Et les gens rouspétaient avec moi parce qu'elle prend toute la place là. Puis j'avais peur de louper la descente encore. C'était pas si facile que ça. Puis je suis arrivé à l'adresse. Et puis le lendemain, je demandais aux gens, je dis mais il faut aller voir chez Citroën, il faut aller au bureau d'embauche, peut-être qu'elle sera embauchée. Et ce que j'ai fait, j'ai été chez Citroën. Et me voilà embauché chez Citroën, place Ballard. Et puis, mais je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 5 mois et demi. Parce que je ne me plaisais pas beaucoup à l'usine. Et puis j'avais un mauvais poste, j'étais à la peinture et tout. Alors c'était malsain et tout. On était dans la boue là-bas. Ici, c'est le ciment quand même. On ne s'habitue pas tout de suite comme ça. On est habitué dans la terre et venir tout de suite enfermé comme ça. Ça manque. Après, j'avais trouvé un copain et puis... il était à l'école taxi. J'ai appris les rues de Paris et me voilà parti faire le taxi. Et j'ai fait ça 34 ans. La Bretonne qui arrivait à Paris, qu'est-ce que vous croyez qu'il lui restait à faire pour pouvoir gagner sa vie? Elle n'avait pas le choix. Comme Bécassine, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se plaçait chez les bourgeois de Paris. Et c'est ce que j'ai fait. Le plus dur, c'était les horaires. Les horaires de commencer à 7 heures, parce qu'il y en avait qui peuvent commencer à 7 heures du matin, jusqu'à 21 heures, quand ce n'était pas au-delà. Et c'était toute leur vie, finalement. Elles ne pouvaient pas être elles-mêmes, elles n'avaient pas le temps d'être elles-mêmes. Moi, ce qui m'a le plus crevé, moi, c'est ça. Et puis, j'ai remarqué quelque chose aussi que le docteur Le Guignan l'avait remarqué aussi. J'ai remarqué quelque chose, finalement, parmi les Bretonnes, c'était celles qui se mariaient le moins. Les employées de maison, c'était celles qui se mariaient le moins. Et pour cause, quand est-ce elles pouvaient aller retrouver les gars de leur âge, n'importe quel métier ou n'importe quoi? Elles n'étaient jamais libres aux heures où ces jeunes-là étaient libres. Donc, même à ce niveau-là, ça les a atteints. On est paumés, on est complètement perdus. On s'y fait, quoi. Et puis, moi, j'étais dans le 14e, ici, j'habitais dans le 14e. Et ici, c'était plein de Bretons. On connaissait beaucoup de monde, quoi. Mais il y avait plein de bals bretons et tout ça. À l'époque, il y avait moins une douzaine de bals. Mais maintenant, il n'y en a plus qu'un, je crois bien, le Boléro. C'est le seul qui existe. Avant, il y en avait plein dans tous les coins, et puis on se trouvait entre nous, on parlait, on discutait. Il y avait des femmes, il y avait des filles, tout. On s'amusait, quoi. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant tigre. Mon grand-père, en 1936, il a intégré le milieu de gauche, étant à la Régie Renault. En 1936, c'était le mouvement ouvrier. Donc c'est vrai qu'il a un peu oublié qu'il était breton. Mais dans ma famille, c'est pas l'élément bretonnant, c'était pas lui. Ça a plutôt été mon oncle. Mon oncle, lui, dans les années 70, était très très militant breton. Peut-être justement déjà en opposition avec mon grand-père, qui lui refusait un petit peu ce côté breton. Je ne suis pas restée très longtemps en contact avec les Bretons, puisque je suis d'une originale, moi. J'ai pris contact avec des gens qui étaient au syndicat des employés de maison, de la CFTC à l'époque, puisque c'était la CFTC.
Et plusieurs années après, quand la CFTC est devenue la CFDT, à ce moment-là, on s'est organisé, on a regroupé les employés de maison, bretonnes. Oui, il y avait beaucoup de bretonnes. Quand on a commencé à créer le syndicat d'employés de maison, il y avait beaucoup de bretonnes, mais il y avait beaucoup d'espagnols. Et on était d'autant plus crevés qu'on prenait en plus ça sur nos heures où on aurait dû être en train de dormir. Parce que quand on a collé des affiches, on en a collé dans les rues du 16e, on en a collé à Neuilly, on les a collées jusqu'à 2 h du matin. Ah oui. Alors, donc à ce moment-là, après, il fallait rentrer, il fallait aller à pied, puisqu'il n'y avait plus de moyens de transport. Et tout ça, moi je ne regrette pas, ça serait à refaire, je recommencerai. Hein. J'avais écrit à un moment donné, en parlant de ça, en disant « Ayant franchi la frontière de leur pays, de leur nation, c'est pour respirer la poussière de toutes les administrations et du flic aux fonctionnaires, elles apprécient l'attention. » Là, bien sûr, c'est les immigrés de l'extérieur, là aussi, hein, qui sont venus en même temps avec les Bretonnes. Les Parisiens, ils n'aimaient pas beaucoup les Bretons à l'époque. On nous traitait de ploucs, un peu. On n'était pas dégourdis, quoi. Puis l'accent, on avait l'accent de Bretagne et tout ça. C'est un Berton, ça. Je sais que mon grand-père me racontait que quand il avait 12-13 ans, les dernières fois où il était à l'école, c'était effectivement la célèbre affiche dont on parle systématiquement, interdit de jurer, de cracher par terre et de parler breton. Parler breton était considéré comme un juron. Alors qu'en fait, une fois chez lui, il ne pouvait pas faire autrement que parler breton de toute façon, puisque sa mère parlait que breton. Aïe, aïe, aïe. Amadou et Béniguette, comme on dit en breton. Je me rappelle que quand j'étais assez petit, 8-9 ans, 10 ans peut-être, j'écoutais Trian et bon, les chansons breton me fascinaient parce que c'était une langue qui me fascinait, je comprenais rien du tout. Mais j'apprenais par cœur des chansons comme Tricante mille sous d'Ardette ou des trucs comme ça parce que j'aimais bien la sonorité, j'apprenais. C'était mon premier contact avec la langue bretonne. On pourrait dire Teaspo kik pe grand pues, mais on dit kik pe grand pues aspo. C'est comme ça, le mot important vient en début de phrase. Alors, mettre au singulier. Ni on eus un petit KR. Un petit KR, c'est déjà au singulier. Alors, ni on eus un petit KR. Ça sera quoi au singulier? Mais ameus un petit KR. Petra o deux Jan Gamona da Zebri. Allez-y. Petra o deux Jan Gamona da Zebri. Un même beau kick. Le fanche. Et moi je prendrais de la viande comme François. Et c'est vrai qu'il y a un mélange entre l'envie de parler la langue qu'on entendait quand on était petit pour certains, l'envie de parler, et puis l'envie pour les autres de parler une langue qu'ils n'ont pas obligatoirement vécue, mais c'est une action militante en fait, c'est une façon comme une autre de se battre pour l'idée de la Bretagne. C'est les rassemblements qui font qu'on se sent plus breton, c'est les rencontres en fait. Donc sans que ce soit quelque chose de forcé, je me construis mon côté breton en rencontrant des Bretons, ou en rencontrant des gens qui ont la même volonté. Donc c'est plus une notion de partage en fait. On construit en partageant. C'est joli, hein.
C'est vrai qu'il y a pas, on ne pratique pas la Bretagne qu'en Bretagne. Le but, c'est pas de se rassembler pour aller en Bretagne. On pratique la Bretagne à Paris. On apprend la langue à Paris, on danse à Paris, et on est entre Bretons de Paris. Et justement, quand je suis retournée, la première fois que je suis retournée, quand j'ai marché dans la campagne, j'ai fait un poème où je disais « Du coin de terre où je suis née, je suis exclue, déracinée. Ici, je ne fais que passer, revoir sur l'île des Chevaliers lentement le soleil sombrer, et sur ces rives embrumées, regarder mourir le passé. » Voilà, qu'est-ce que je pensais quand je retournais en Bretagne. Quand j'arrive en Bretagne, on me dit « Tiens, voilà le Parisien ». Et puis quand je suis ici, « Alors Breton, comment que ça va ?» Alors, où j'en suis, moi? Je suis un peu bâtardé partout, alors. Une fois, il y avait une jeune fille là-bas en Bretagne. Alors, elle me dit « Alors, Parisien, te voilà ?» Je dis « Oui. » Mais je parlais en breton. « Ah, mais je ne parle pas breton. » Mais je dis « Mais quoi, pourquoi un Parisien qui apprend le breton à une Bretonne maintenant ?»